Jean-Luc Reichmann aurait-il enfin épousé Nathalie Lecoultre après plus de 20 ans d'amour discret? La rumeur secoue déjà les coulisses de la télévision française. Derrière le sourire de l'animateur préféré des Français se cache pourtant une vie marquée par un terrible accident, des deuils déchirants et des blessures jamais refermées. Et si ce mariage secret était en réalité l'aboutissement d'un combat mené à deux contre toutes les épreuves? Le mariage secret après plus de 20 ans d'amour. Une rumeur inattendue circule autour de Jean-Luc Reichmann. L'animateur aurait enfin épousé Nathalie Lecoultre, la femme qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Aucune cérémonie médiatisée, aucun défilé sous les flashs. Tout se serait déroulé dans la plus stricte intimité, à l'image de leur histoire. Mais pourquoi attendre autant d'années avant de franchir ce pas? Et surtout, pourquoi maintenant? Pour comprendre, il faut revenir au cœur d'une relation construite loin des codes du monde du spectacle. Il rencontre une scénariste, une artiste et une femme de caractère capable de comprendre les exigences d'une vie exposée, la pression des audiences et les blessures que le sourire public ne montre jamais. Très vite, leur couple refuse de se laisser enfermer dans les apparences. Ils vivent ensemble, travaillent parfois ensemble, élèvent leurs enfants et traversent les tempêtes sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit devant les caméras. La question du mariage revient pourtant sans cesse. À chaque interview, certains observateurs cherchent une alliance, un indice, une phrase, confirmant une union officielle. Jean-Luc, lui, entretient le mystère avec humour. Il parle de Nathalie comme de son pilier, de la personne qui sait le ramener à l'essentiel après une journée passée à porter l'énergie d'un plateau entier. Dans leur quotidien, le véritable engagement aurait donc été pris depuis longtemps. Rester, écouter, protéger et recommencer, même lorsque les deuils ou les polémiques menacent l'équilibre familial. Selon des confidences relayées autour du couple, l'idée de mariage aurait pris une autre dimension après les épreuves récentes. La disparition de la mère de Jean-Luc, la peur provoquée par la tentative de cambriolage de leur domicile et la conscience que tout peut basculer en quelques secondes les auraient rapprochés davantage. Ce qui n'était autrefois qu'un détail administratif serait devenu un symbole, celui de sceller officiellement une promesse déjà tenue pendant plus de 2 décennies. Mais Nathalie n'est pas une épouse dans l'ombre. Elle serait la stratège discrète, celle qui conseille sans imposer, qui observe les failles derrière les éclats de rire et protège l'homme lorsque le personnage public devient trop lourd à porter. Leur complicité se nourrit aussi de création. Nathalie a participé à plusieurs projets artistiques de Jean-Luc, prouvant que leur lien repose également sur une confiance professionnelle rare. Pourtant, ce supposé mariage ne serait pas un conte de fées sans difficulté. Leur famille recomposée, leur carrière, les absences répétées et la notoriété ont forcément mis leur équilibre à l'épreuve. La force de leur couple tiendrait précisément à cette capacité à ne pas fuir les désaccords. Ils auraient appris à transformer les crises en conversation et les différences en complémentarité. Aujourd'hui, si l'union a réellement été célébrée, elle ne marquerait pas le début de leur histoire, mais la reconnaissance tardive d'un amour déjà éprouvé par le temps. Reste une question. Jean-Luc et Nathalie révéleront-ils un jour les détails de cette cérémonie présumée ou préserveront-ils jusqu'au bout ce secret qui leur appartient? La blessure que Jean-Luc Reichmann ne peut pas cacher. Derrière les rires, les jeux et les applaudissements, il existe une image que l'animateur ne peut évoquer sans que sa voix se brise. Celle de sa mère, Josette, disparue en août 2022 après un long combat contre une maladie rénale chronique. Pour le public, Jean-Luc est l'homme qui transforme chaque plateau en maison familiale. Mais face à cette perte, même son énergie semblait impuissante. Josette n'était pas seulement sa mère, elle représentait ses racines et cette présence qui ne voyait jamais la vedette, seulement le fils. Il parlait d'elle avec une tendresse presque enfantine. Lorsqu'il évoquait ses conseils et sa dignité face à la souffrance, le présentateur cessait d'être une célébrité. Il redevenait un homme terrifié à l'idée de perdre celle qui lui avait appris à tenir debout. Sa disparition aurait provoqué un silence immense dans la famille. À l'écran, Jean-Luc continuait pourtant à sourire et à encourager les candidats comme si rien ne pouvait l'atteindre. Cette normalité cachait peut-être une réalité plus douloureuse.
travailler devenait une manière de ne pas s'effondrer. Derrière ces plaisanteries, certains ont cru voir une fatigue nouvelle, prête à céder au moindre souvenir. Lorsqu'il a rendu hommage à sa mère, ses larmes ont rappelé une vérité brutale. La célébrité ne protège ni du deuil, ni du vide laissé par un être aimé. Les derniers échanges avec Josette seraient restés gravés en lui. Jean-Luc n'en dévoile pas les détails, comme pour préserver un dernier secret entre eux. Mais il a laissé comprendre que ses paroles l'accompagnaient encore, comme une force intime, lui ordonnant de continuer à vivre, à travailler et à transmettre de la joie. Ce deuil a aussi ravivé d'autres absences. Bien avant Josette, sa grand-mère Georgette occupait une place lumineuse dans ses souvenirs. Elle incarnait la chaleur et la protection d'un amour sans condition. Sa disparition avait déjà ouvert une première fissure. Avec la mort de sa mère, cette blessure s'est réveillée, comme si une partie entière de son histoire familiale s'éloignait. Puis, un autre adieu est venu frapper la maison, celui de Donna, la chienne à 3 pattes, atteinte d'un cancer, car un chien devient le témoin silencieux des joies, des disputes et du chagrin. Donna avait survécu à ses propres blessures et avançait malgré son handicap, ce qui faisait d'elle un symbole fort pour Jean-Luc. Lorsqu'elle est partie, ce n'est pas seulement un animal qui a disparu, mais une présence fidèle, un rituel quotidien et une forme d'amour sans jugement. En quelques années, il a vu s'effacer 3 présences essentielles: la grand-mère qui éclairait son enfance, la mère qui portait ses racines et l'animal qui partageait son foyer. Pourtant, il n'a pas transformé ses pertes en spectacle. Il les a laissées apparaître par fragments, dans une larme, un silence ou une photographie. Peut-être est-ce là que Nathalie a joué son rôle le plus précieux. Rester près de lui lorsque les caméras s'éteignent, lorsque l'homme derrière l'animateur n'a plus la force de faire rire. Une question demeure. Derrière son sourire quotidien, Jean-Luc Reichmann a-t-il réellement fait son deuil ou avance-t-il encore pour empêcher la douleur de gagner? Marie-Laure, la sœur qui aurait changé sa manière de regarder le monde. Bien avant les plateaux et les applaudissements, Jean-Luc Reichmann aurait découvert l'injustice au sein même de sa famille. Sa sœur cadette, Marie-Laure, est née avec une déficience auditive, une réalité qui a bouleversé leur enfance. À une époque où le handicap était encore souvent caché ou mal compris, la jeune fille aurait dû apprendre à vivre dans un monde qui parlait sans toujours chercher à se faire comprendre. Jean-Luc, lui, observait les regards gênés, les conversations auxquelles elle ne pouvait pas participer, et ses gestes d'impatience capables de blesser davantage qu'une insulte. Certains racontent que cette expérience aurait forgé très tôt son besoin de parler plus fort pour ceux que l'on n'écoute pas. Mais derrière son engagement se cacherait aussi une culpabilité intime, celle d'un grand frère qui aurait voulu protéger sa sœur de tout, sans en avoir le pouvoir. Dans la famille, Marie-Laure ne serait pourtant jamais devenue une figure fragile. Sa détermination aurait imposé une autre définition du courage: ne pas nier les difficultés, mais refuser qu'elles décident de toute une existence. En la regardant avancer, Jean-Luc aurait compris que l'exclusion ne vient pas seulement du handicap, mais du manque d'effort de ceux qui entourent la personne concernée. Cette leçon aurait ensuite influencé sa façon de travailler à la télévision. Derrière les jeux populaires, il aurait défendu une idée simple: un programme destiné à tous doit réellement être accessible à tous. C'est dans cet esprit qu'il aurait soutenu le développement du sous-titrage en français, afin que les personnes sourdes ou malentendantes puissent suivre les émissions sans rester à la porte d'un spectacle conçu pour rassembler. Ce combat aurait une valeur très personnelle. Chaque ligne de sous-titres représenterait peut-être une revanche sur les moments où Marie-Laure avait dû deviner ce que les autres disaient. Chaque émission accessible serait une manière de réparer une injustice ancienne. Pourtant, certains se demandent si Jean-Luc n'a pas longtemps évité d'en parler par peur d'exposer sa sœur. La frontière est mince entre sensibiliser le public et transformer une douleur familiale en récit médiatique. L'animateur aurait donc choisi la prudence, évoquant son histoire avec émotion, sans voler à Marie-Laure sa propre identité. Cette retenue expliquerait pourquoi le sujet revient par fragments, dans des confidences où son visage change aussitôt. Derrière l'homme habitué à maîtriser un plateau, apparaît alors le frère, marqué par des souvenirs qu'aucune célébrité ne peut effacer.
Nathalie Lecoultre aurait compris la place particulière de Marie-Laure dans la vie de Jean-Luc. Elle l'aurait encouragé à transformer cette blessure en action plutôt qu'en colère, renforçant sa volonté de défendre la différence et la dignité. Dans leur famille recomposée de 6 enfants, cette sensibilité aurait aussi influencé l'éducation transmise à la maison. Écouter avant de juger, ne jamais humilier quelqu'un pour ce qu'il ne contrôle pas et voir la personne avant son handicap. Mais une question demeure. Sans le combat silencieux de sa sœur, Jean-Luc Reichmann serait-il devenu cet animateur si attentif aux autres? Ou sa carrière repose-t-elle sur une promesse qu'il lui aurait faite dans l'enfance? 1984, l'accident qui aurait dû lui coûter la vie. Jean-Luc Reichmann n'avait que 24 ans lorsqu'une route ordinaire s'est transformée en scène de cauchemar. Au bidon de sa moto, il aurait été violemment percuté, projeté au sol, puis laissé entre la vie et la mort. Le choc fut si brutal que plusieurs os furent brisés, des organes internes touchés et son corps plongé dans un état critique. Pendant des heures, peut-être même davantage, personne ne savait s'il se réveillerait. Et selon le récit qu'il a livré plus tard, le jeune homme aurait entendu autour de lui des voix parlant comme s'il était déjà mort. Était-ce une perception réelle au cœur du coma, un souvenir reconstruit par le traumatisme ou cette étrange frontière que décrivent certains survivants? Jean-Luc n'a jamais totalement dissipé le mystère. Une chose est certaine, lorsqu'il a rouvert les yeux, l'homme qu'il était avant l'accident n'existait plus tout à fait. Commence alors un combat dont les téléspectateurs ne verront jamais les images. Douleur, intervention médicale, immobilité, rééducation et peur de ne pas retrouver une vie normale. Chaque mouvement serait devenu une épreuve. Le jeune homme, jusque-là pressé de vivre, aurait dû réapprendre la patience face à un corps qui refusait d'obéir. Certains proches auraient découvert un Jean-Luc silencieux, loin de l'énergie qu'il montrera plus tard à la télévision. Car survivre ne signifie pas sortir indemne. Les cicatrices physiques rappellent l'impact, mais les séquelles invisibles peuvent être plus tenaces. Le bruit d'un moteur, une route humide ou quelques secondes d'inattention suffisent parfois à réveiller la scène. Pourtant, cet accident aurait produit en lui un basculement spectaculaire. Là où d'autres auraient choisi la prudence absolue, Jean-Luc aurait décidé de ne plus remettre sa vie à plus tard. Il aurait compris que le temps n'est jamais garanti, que les mots d'amour doivent être prononcés et que les occasions de rire ne doivent pas être gaspillées. Cette urgence intérieure expliquerait peut-être son rythme professionnel, sa générosité avec les candidats et cette manière presque instinctive de transformer chaque émission en célébration. Derrière son enthousiasme se cacherait donc une conscience aiguë de la mort. Lorsqu'il encourage quelqu'un à profiter de sa chance, il ne réciterait pas seulement une formule de télévision, il parlerait avec la voix du survivant. Des années plus tard, certaines douleurs auraient continué à lui rappeler que son corps avait survécu, mais qu'il n'avait rien oublié. Bien plus tard, face aux caméras, son assurance pourrait donner l'impression que tout fut facile. En réalité, son sourire aurait été construit sur une décision prise au bord du vide. Ne plus laisser la peur conduire sa vie. Nathalie Lecoultre, rencontrée plus tard, aurait compris que cette énergie cachait aussi une fragilité. Elle aurait appris à reconnaître les moments où le souvenir de l'accident revenait, lorsque l'homme infatigable se découvrait soudain vulnérable. Leur relation aurait offert à Jean-Luc un espace où il n'était plus obligé de jouer le survivant courageux. Mais une interrogation demeure. Sans cette nuit de 1984 et ces voix qui le croyaient perdu, aurait-il poursuivi la même carrière, aimé avec la même intensité et vécu chaque journée comme si elle pouvait être la dernière? Le garçon au visage moqué, devenu le père protecteur de 6 enfants. Avant d'être reconnu dans toute la France, Jean-Luc Reichmann aurait longtemps cru que son visage serait le premier obstacle de sa vie. Né avec une importante tache de naissance sur le nez, il aurait subi les regards insistants, les plaisanteries truelles et ces remarques que les adultes prononcent parfois sans mesurer les dégâts. À l'école, la différence devient vite une cible. Le jeune Jean-Luc aurait appris à rire avant les autres pour empêcher qu'on rie de lui, transformant peu à peu la gêne en arme de défense.
Mais derrière cette énergie se cachait une blessure profonde, la peur de ne jamais être regardé pour autre chose que cette marque. Pendant des années, on lui aurait conseillé de la dissimuler, de corriger ce détail qui risquait, disait-on, de fermer les portes de l'image. Il aurait pourtant choisi de ne pas effacer entièrement ce qui faisait partie de lui. Ce refus serait devenu un acte symbolique, apparaître à l'écran sans prétendre être parfait. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il semble si attentif aux candidats intimidés, aux enfants différents et à tous ceux que la société juge trop vite. Pourtant, la véritable épreuve de maturité ne se serait pas jouée sur un plateau, mais dans une maison remplie de voix, de désaccords et de 6 parcours différents. Avec Nathalie Lecoultre, Jean-Luc a construit une famille recomposée, réunissant leurs enfants respectifs. Rien n'aurait été automatique. Il fallait gagner la confiance, respecter les histoires antérieures et éviter que certains se sentent moins aimés que les autres. Dans ce foyer, être père ne signifiait pas seulement imposer des règles, mais apprendre à écouter 6 personnalités, 6 sensibilités et parfois 6 versions d'un même conflit. Jean-Luc aurait découvert que l'amour familial ne se décrète pas. Il se prouve dans les repas partagés, les retours tardifs, les inquiétudes silencieuses et la présence lorsque tout va mal. Cette famille nombreuse serait devenue son refuge contre la pression des audiences. Mais au début de l'année 2024, ce refuge aurait brutalement perdu son innocence. Des individus auraient tenté de pénétrer dans leur domicile de Neuilly-sur-Seine. L'un de ses fils aurait repéré le danger et contribué à faire échouer l'opération avant que le pire ne se produise. Comment dormir sereinement après avoir compris que des inconnus prêts à la violence ont observé votre foyer et choisi votre porte? Jean-Luc, habitué à protéger son image publique, aurait soudain été incapable de garantir la sécurité des siens. Cette impuissance aurait réveillé ses peurs les plus anciennes. Être désigné, exposé et attaqué à cause de ce qui leur rend visible. Nathalie aurait alors renforcé l'unité familiale, refusant que la peur transforme leur maison en prison. Mais depuis cette nuit, chaque bruit inhabituel pourrait rappeler que la célébrité possède un prix que les applaudissements ne compensent pas. L'enfant blessé par les regards serait ainsi devenu un père obsédé par la protection des siens. Et une question dérangeante demeure. Combien de sourires Jean-Luc Reichmann doit-il encore offrir au public pendant qu'il apprend, chez lui, à vivre avec la peur que le danger revienne? Le scandale qui aurait pu détruire sa carrière, puis la revanche d'un survivant. En 2019, Jean-Luc Reichmann aurait vécu l'une des trahisons les plus violentes de sa vie professionnelle. Christian Quesada, ancien champion emblématique des 12 coups de midi, avait été présenté comme un candidat brillant, populaire et presque familier. Puis son arrestation dans une affaire liée à des contenus pédocriminels et à des comportements visant des mineurs a fait voiler cette image en éclats. Pour le public, le choc fut immense. Pour Jean-Luc, il aurait été personnel. L'animateur avait échangé avec cet homme, célébré son parcours et participé à sa mise en lumière. Soudain, chaque ancienne séquence devenait difficile à regarder. Jean-Luc aurait ressenti une colère mêlée de honte, comme si la confiance accordée à un candidat s'était retournée contre les valeurs qu'il voulait défendre. Pourtant, il n'était ni enquêteur, ni responsable des actes commis loin du plateau. Mais le visage d'une émission finit parfois par porter le poids des fautes de ceux qu'elle a rendus célèbres. Le présentateur aurait alors condamné fermement les faits et rappelé son engagement pour la protection des enfants. Certains auraient même prédit la fin du programme. Mais les 12 coups de midi a continué, et Jean-Luc s'est efforcé de replacer la bienveillance et les familles au centre du rendez-vous. Ce scandale n'était pourtant qu'un chapitre d'une ascension commencée loin des projecteurs. Avant de devenir l'un des animateurs les plus populaires de France, il travaillait dans l'ombre, dans l'univers de la radio, du son et des coulisses audiovisuelles. Il aurait appris à observer le rythme d'une émission, à écouter une voix et à comprendre qu'un silence peut raconter davantage qu'une longue phrase. Cette connaissance du métier lui aurait permis de construire un style chaleureux et reconnaissable. Son succès quotidien ne l'a pas empêché de chercher ailleurs. Avec la fiction, notamment dans des rôles policiers, il aurait voulu prouver qu'il n'était pas seulement l'homme d'un jeu de midi.
Jouer lui permettait d'abandonner son propre sourire, d'explorer la gravité et de raconter autrement les blessures qu'il connaissait déjà. Mais plus sa notoriété grandissait, plus il devait protéger une image positive sous une surveillance constante. Une parole maladroite, un candidat controversé ou une rumeur privée pouvaient déclencher une tempête. Dans ce combat, Nathalie Lecoultre aurait été son refuge, celle qui lui rappelle que l'audience n'est pas une identité. Après l'accident, les deuils, la différence de sa sœur, les blessures de l'enfance et la peur entrée dans son domicile, Jean-Luc aurait redéfini le succès. Il ne s'agirait plus seulement de rester à l'antenne, mais d'être utile, de défendre les plus vulnérables et de transmettre à ses enfants une vie plus solide que la célébrité. Son mariage supposé avec Nathalie apparaîtrait alors comme la dernière pièce du puzzle. La reconnaissance d'une femme restait présente lorsque tout vacillait. Au fond, Jean-Luc Reichmann n'aurait jamais cherché à devenir invincible. Il aurait seulement appris à se relever assez vite pour continuer à offrir de la joie. Et vous, pensez-vous que ces épreuves expliquent sa popularité ou que le public ne connaît encore qu'une infime partie de sa véritable histoire?